Il y a quelques jours, j'ai accompagné une naissance qui a commencé à la maison et puis on a eu besoin d'aller chercher une péridurale à l'hôpital pour aider à ce que, cette naissance ait lieu, sereinement. Et puis finalement, à peine arrivé à l'hôpital, on a été confrontés aux peurs du système et à un médecin vraiment, pas du tout respectueux qui a commencé dès notre arrivée à parler d'une césarienne à ma patiente alors que c'était pas du tout nécessaire. Ça m'a ramené quand même à cette idée de qu'est-ce qui fait que parfois on se sent libre, de finalement de presque détruire le projet, initial de naissance que peut avoir une femme, parce que dans ce cas-là, elle voulait accoucher, de manière naturelle après avoir eu une césarienne il y a plusieurs années. Et pourquoi est-ce que la peur prend la place de ce que les femmes souhaitent? Parce que là, il y avait aucune indication de refaire une césarienne dans l'état où on était actuellement et pourtant ça a été abordé par la peur, par la pression et c'est ma patiente qui a dit elle-même: «Mais moi je refuse la césarienne si c'est pas nécessaire». Qui a remis finalement, ce soignant à sa place. Mais dans cette pièce, il y avait d'autres sages-femmes qui ont pas ouvert leur bouche, qui ont rien dit, avec qui j'ai eu des échanges de regards parce que moi je me suis demandé vraiment: «Qu'est-ce qui se passe et pourquoi est-ce qu'on en arrive là?» alors qu'à l'arrivée tout se passait bien, elles ont été justement très chouettes avec ma patiente. Et puis là, ce médecin qui arrive, qui déboule et puis qui vient avec beaucoup de peur, beaucoup de crainte et qui parle justement d'une césarienne. Et nous qui accentuons en disant: «Mais on est venu pour une péri, en fait, on n'est pas venu pour une césarienne. On va essayer de donner la meilleure chance, à cet accouchement qui se passerait, de manière, naturelle». Moi, je me suis demandé justement, comment est-ce qu'on fait pour être outillé, pour pouvoir agir dans ce genre de moment? Comment est-ce que ça se fait que ces sages-femmes n'ont pas eu, ben, voilà, la possibilité aussi de donner leur avis? Parce que vu les échanges de regards qu'on a eus, je pense qu'elles étaient aussi interpellées par la situation que moi. Alors aujourd'hui, eh ben, je vous propose un interview avec Charlotte Verdun, qui est coordinatrice de projet pour la plateforme citoyenne pour une naissance respectée, et avec qui on va parler de cette formation à l'adresse des professionnels qui s'appelle Je vois, j'agis, intervenir en tant que témoin de violences obstétricales. Parce que finalement, c'est certainement tellement important qu'on outille finalement les personnes qui sont autour des femmes, autour des familles, pour pouvoir justement témoigner, voir, aider dans ce genre de situation. Bienvenue sur Sage-Femme Authentique, le podcast qui ouvre les portes de la connaissance et de l'empowerment en matière de naissance. Ensemble, nous allons explorer les vérités de l'enfantement, briser les mythes et les peurs sociétales et célébrer la physiologie innée des femmes et des bébés dans leur voyage vers la naissance. Au cœur de chaque épisode, je vous emmène à la découverte des pratiques authentiques des sages-femmes, loin des murs hospitaliers, que ce soit à domicile ou en maison de naissance. Je suis Mélissa Chambard, sage-femme et maman de 5 enfants, et ici je vous partage mon expérience, mes conseils pratiques, mes découvertes, ainsi que des histoires inspirantes de parents, de sages-femmes et de professionnels de la périnatalité. Ceci pour que vous soyez pleinement acteur de la naissance de votre bébé, peu importe le lieu où vous avez choisi de l'accueillir, dans l'authenticité, la bienveillance, la force et la puissance. Allez, vas-y. Bonjour Charlotte. Bonjour Mélissa, merci de m'accueillir dans ton émission. Merci à toi d'avoir répondu à l'appel de Sage-Femme Authentique et qui tombe tellement à pic par rapport à cette situation que j'ai vécue, il y a quelques jours et j'avais envie justement que tu puisses nous parler un petit peu de cette formation que vous avez, co-construit grâce à l'expertise de plusieurs associations, pour justement, bah, voilà, mettre peut-être, des outils en place, des choses pour que les professionnels et les personnes qui gravitent autour des femmes puissent être outillés, dans le cadre des violences gynécologiques et obstétricales. Parce que, c'est souvent un mot qui fait peur. C'est, des termes qui font peur et puis qui font souvent reculer les soignants parce qu'ils disent: «Mais moi je violente personne, enfin j'ai pas envie de violenter, pourquoi est-ce qu'on me parle de violence gynécologique?» Voilà. Donc j'aimerais qu'on puisse parler de ça ensemble. Est-ce que toi, justement, tu as entendu souvent peut-être des soignants dire: «Bah, non, moi je fais rien, c'est pas vrai, je n'observe rien, je vois rien». Est-ce que ça arrive ou est-ce que, finalement, quand on commence une formation comme ça, on ouvre les yeux et puis on se rend compte que c'est quand même une vraie réalité?
Oui, pour répondre à ta question, ça arrive qu'il y ait des gens qui disent: «Non, j'ai jamais vu de violence obstétricale. Non, je vois pas ce que c'est», ou qui refusent le terme de violence obstétricale en disant, par exemple, que la naissance est violence par essence, que c'est vraiment l'accouchement qui est violent, que les femmes ont des attentes irréalistes, finalement, il y a pas vraiment le choix. En fait, elles ont des représentations erronées, en fait, de la naissance. Il y a beaucoup, beaucoup, en fait, de discours pour, finalement minimiser, ces témoignages, pour, invisibiliser aussi, ces vécus, ou pour tout simplement les décrédibiliser. Parce qu'en fait, voilà, il y a, quelque part, un professionnel ou une professionnelle qui, finalement, observe et voit et accompagne des naissances, au quotidien souvent, hein, pendant des années, des années, des années, qui a aussi quelque part une vision de la naissance et qui considère que, voilà, il sait mieux finalement ce que c'est que l'accouchement, ce que c'est que la naissance, et que, les femmes qui accouchent une fois, 2 fois, 3 fois, elles ont, finalement, des regards biaisés. Et c'est complexe, hein, parce que je pense que même quand on voit des naissances, voilà, on a accompagné, des milliers de naissances, on a quand même un regard biaisé parce qu'on a accompagné ces naissances-là dans des contextes spécifiques, dans une organisation de soins qui est celle qu'elle est, et qui n'est pas la même dans un autre pays, ou même dans le même pays. On peut avoir un hôpital qui fonctionne d'une manière, un autre hôpital, et on le sait, il y a des écarts énormes dans les pratiques en fonction des périodes. Il n'y a pas si longtemps, voilà, les manœuvres de Christeller, c'était quelque chose de tout à fait, voilà, banal. Les épisiotomies aussi, on sait qu'il y a encore, il y a peu, il y avait des épisiotomies systématiques, hein, parfois 50%. Voilà, donc on sait que les réalités, de l'accouchement, elles dépendent de facteurs, et que ce ne sont pas que des facteurs, on va dire, evidence-based, que ce sont aussi, voilà, des pratiques, culturelles. Et donc, en fait, ce regard-là, c'est quelque chose sur lequel nous, on souhaite, effectivement, inviter les professionnels, à réfléchir. Donc c'est vraiment l'idée de cette formation, c'est d'avoir une approche où on peut, aussi prendre le temps de s'interroger. Il y a beaucoup de partage justement sur, la mani on commence déjà par un brise-glace, et l'idée en général, c'est de dire: «Mais vous, qu'est-ce que ça vous dit quoi?» Puis il peut y avoir des personnes qui vont dire: «Moi en fait, c'est un débat qui me dépasse, ça me fâche». Il y a beaucoup d'émotions, différentes. Il peut y avoir beaucoup de colère, des personnes aussi qui sont à bout, qui ont l'impression de tout faire, avec si peu de moyens, et on les comprend aussi, hein, de dire: «Mais en fait, moi je» c'est des métiers difficiles, hein, c'est des métiers où, voilà, il y a quand même quelque chose de l'ordre de la vocation, et on comprend aussi. Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est quand même pouvoir, quelque part, inviter les professionnels à se pencher sur ces questions, parce qu'on croit on croit les femmes d'abord. On pense que leur vécu, leur expérience sont importantes. On croit que leur expertise aussi est importante, qu'elles ont des savoirs, et que, il faut vraiment écouter ce que ça dit. Et donc l'idée, c'est de pouvoir se mettre ensemble, avec, voilà, des profils très variés, hein. La formation, c'est très chouette parce qu'on a, différentes catégories professionnelles. Il y a aussi 3 formatrices qui ont elles-mêmes, voilà, il y a une sage-femme, moi je suis plutôt, représentante d'usagère, et puis il y a une experte en prévention, globale, des violences basées sur le genre, avec qui on travaille. Donc c'est 3 associations, et l'idée, c'est vraiment d'être dans un espace d'écoute, d'échange sans jugement, où on peut vraiment, hem, revenir, on va dire, au concret, au terrain, avec des outils aussi très concrets, et pas avec des grandes théories et on va vous expliquer ce que c'est. L'idée, c'est plutôt, de pouvoir, voilà, entendre les vécus, permettre le partage, et de se soutenir, en fait, aussi dans une démarche, on va dire, pour aller vers des soins plus respectueux. Oui. Oui, on peut pas nier tous les témoignages, les récits, les plaintes qui peuvent exister quand même sur, les vécus des femmes, les vécus des familles. Mais c'est vrai que peut-être qu'il y a des choses qui étaient acceptables il y a quelques décennies qui ne le sont plus du tout. On parle notamment des épisiotomies. Moi, quand je parle parfois avec les femmes, elles me disent: «Mais moi, c'était comme ça». Donc en fait, je me suis jamais posé de question de est-ce que c'était d'accord ou est-ce que c'était pas d'accord? Parce qu'en fait, c'était comme ça et on se posait pas de questions. Alors qu'aujourd'hui, les femmes sont informées et puis quand elles vivent ce genre d'événement, sans consentement et cetera, c'est d'autant plus impactant pour elles. Et les violences gynécologiques et obstétricales, alors quand on met obstétricales, évidemment, ça touche à la naissance,
Mais les violences gynécologiques, c'est depuis, les tout débuts, de la vie, d'une jeune fille, qui va avoir ses premières règles, qui va vivre son premier rendez-vous gynéco, à qui on va proposer de la contraception, enfin voilà, sans réellement son consentement, parfois parce qu'on va parler de pilule, parce qu'elle a mal, pendant ses règles ou parce qu'elle a de l'acné. Donc en fait, il y a pas non plus vraiment d'informations et elle peut vivre les choses de manière assez, violente. Puis ça peut aller tout le long de la vie d'une femme, que ce soit, voilà, tout au long de son suivi gynécologique, de ces voilà, de ces dépistages, ou bah, si jamais elle doit faire, un avortement ou si elle a vécu une grossesse arrêtée ou même plus tard, dans la ménopause et cetera. Donc c'est vraiment important de se rendre compte que violence gynécologique et obstétricale, c'est pas que la naissance et puis malheureusement dans le terme, il y a gynécologue, enfin il y a gynécologie et souvent on pense que c'est que les médecins alors que moi je connais des médecins qui sont formidables et c'est finalement, c'est plus tous les professionnels qui gravitent autour des femmes depuis justement, leur tout jeune âge jusqu'à la fin, qui peuvent avoir des des manières d'être, des dires, des paroles, des gestes, qui peuvent être vécus comme violents, par les femmes. C'est bien ça, en fait, hein? Oui, oui, tu as tout à fait raison, hein. Donc, elles peuvent être, perpétrées, par tous les professionnels, en fait, qui entourent, la naissance, mais aussi, le suivi gynéco, depuis, bah, souvent les premières règles, effectivement, jusqu'à la ménopause. Hem, En fait, c'est pas, que les médecins, au contraire, en fait, c'est enfin, au contraire. Enfin, chaque personne, en fait, ça peut être même l'accueillante dans un planning qui va, juger, voilà, une personne qui vient, pour un 4e avortement, qui va avoir une parole blessante. Donc il y a toute une série de personnes comme ça qui peuvent, exprès ou pas exprès, donc ça, c'est très important de parler de l'intentionnalité parce que parfois, c'est pas fait exprès, parfois on n'a pas conscience. Parfois, c'est aussi des contraintes organisationnelles, hein. Je pense à Anna Roy, qui, est une des premières à avoir, voilà, publiquement, pris la parole pour dire, pour faire le MeToo, en fait, hein, son Ouais. MeToo, Qui a dit: maltraitante. «Je suis maltraitante». Ouais. «Je suis maltraitante» et en disant: «Je le fais pas exprès». C'est-à-dire, c'est, voilà, c'est, le fait d'être, toute seule avec, 3 couples, une seule sage-femme, beh, ça marche pas, en fait. Et donc, on voit bien qu'en fait, c'est des contextes, souvent des contextes et puis évidemment, il y a quand même une marge d'action, on va dire, individuelle et parfois, beh, aussi au niveau de l'équipe, au niveau de la structure. Donc il y a différents leviers, donc ça, c'est important aussi de situer les violences obstétricales et gynécologiques dans un système et donc il y a pas c'est pas toujours juste un individu qui peut faire quelque chose, c'est aussi quelque part des contraintes, des modèles d'organisation. Voilà, c'est parfois une culture, on va dire, un sexisme ambiant parce qu'en fait, les VGO, ça fait partie d'un continuum de violences faites aux femmes. C'est-à-dire que ça s'inscrit aussi dans une culture où globalement, ben voilà, on considère que les femmes, ben voilà, on va peut-être moins, leur faire confiance, sur certaines choses, sur le pouvoir décisionnel, surtout quand elles sont enceintes ou qu'il s'agit de contraception. Voilà, on va peut-être quand même essayer de les influencer. Ce bébé, est-ce qu'il faut le garder, il faut pas le garder? Voilà, il y a plein de facteurs aussi qui s'inscrivent et donc, voilà, je veux pas rentrer trop dans les détails, mais en même temps, c'est important quand même de dire qu'il ne s'agit pas que de cas individuels, que ça dépasse largement, voilà, les individus quelque part. En fait, ce qui est fou, c'est que dans nos métiers, c'est quand même des humains qui travaillons avec des humains. Mmh. Puis c'est important aussi de reconnaître que l'humain qui est lui-même maltraité par le système et c'est difficile de faire barrière face à cette violence et puis de rester, comme, neutre ou Mmh. d'essayer à l'inverse d'être très bienveillant. Parce que quand finalement on est soi-même pressé, compressé, bah, c'est compliqué et donc même au-delà de ça, je veux dire tout le monde passe parfois des mauvaises journées et c'est peut-être plus difficile à certains moments de rester dans la bienveillance. On le vit tous dans notre quotidien. Je veux dire, moi, dans ma famille, avec mes propres enfants, il y a des fois où la bienveillance, c'est acquis, c'est facile, et puis il y a des fois où c'est très compliqué, parce qu'en fait, ça vient nous toucher, parce qu'on est très fatigué, parce qu'on a vécu des trucs difficiles, parce que voilà, et donc reconnaître tout ça, c'est aussi se dire, bah, en fait, comme dit Anna Roy, je suis maltraitante, là, parce qu'elle a pris le contexte, elle disait justement, j'arrêtais pas de dire que c'était le système qui est maltraitant et cetera, mais dans la finalité, c'était moi qui posais les actes et donc c'était moi qui étais maltraitante. Oui, Je pense que reconnaître aussi qu'on est humain et que parfois on fait des erreurs, ouais. mais pouvoir peut-être justement mettre les mots et justement pouvoir être accompagné pour savoir
en fait, c'était pas OK et je suis désolée de ce qui s'est passé et voilà. Sachant que moi, je dis toujours: des actes qu'il faut poser, si on les amène correctement à la patiente, parce qu'ils sont nécessaires, ça sera totalement vécu différemment de si je te l'impose, puis je ne t'explique pas et puis enfin voilà, donc il y a toujours moyen de. Mais on reste des humains qui travaillons avec des humains. Important à rappeler quand même. Il y a des choses super importantes que tu as dit. Déjà, tu as fait un lien avec les violences éducatives ordinaires. Je Oui, pense que c'était des liens intéressants parce qu'en fait, ça permet de déjà déculpabiliser aussi les soignants, les soignantes qui effectivement fonctionnent dans des systèmes qui sont sous pression, avec des responsabilités quand même assez énormes, hein. Et donc, c'est aussi toute notre approche, elle est là aussi, c'est de pouvoir voilà, donner des clés de lecture par rapport à ça, de vraiment d'être dans le soutien, dans l'écoute, le non-jugement. Parce qu'on a aussi entendu par rapport à notre formation que c'était comme si on allait inviter les gens à la délation, etc. Bon, évidemment, quand il y a des cas assez extrêmes, par exemple, voilà, des personnes qui abusent sexuellement, et ça arrive, hein, on l'a vu, des médecins ou d'autres soignants, d'autres soignantes aussi qui le font. Ben, en fait, oui, il y a un moment donné, éthiquement, déontologiquement, voilà, tu peux pas juste observer ça et ne rien dire, ne rien faire. Mais globalement, l'idée, c'est pas comment dire, d'entamer la confiance en fait que les équipes ont, etc. Au contraire, c'est de venir plutôt dans quelque chose de l'ordre du soutien. Et l'autre chose que tu as dite qui était super importante, c'était aussi par rapport à la marge d'action. C'est-à-dire, oui, il y a justement une institution, des règles, des normes, des cadres, etc. Mais il y a toujours moyen de faire quelque chose. Et là aussi, la dernière chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est par rapport aux gestes. Et tu as tout à fait raison. C'est pas un acte, par exemple, parfois on pourrait dire, ah oui, mais en fait, s'il faut une césarienne, il faut une césarienne. Bien sûr, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est le fait de pouvoir déjà donner les informations, même quand c'est en urgence de chez urgence. Voilà, je pense qu'on a toujours 1 minute pour expliquer, là, ici, la santé, enfin, on craint beaucoup pour la santé de votre bébé. Ça, c'est l'option qu'on préconise et est-ce que vous êtes d'accord? Vous avez bien compris, ça prend a priori pas des heures, on va dire, de s'assurer du consentement. En dehors du fait que c'est la relation de soins qui est en jeu, c'est aussi le droit, en fait, hein, de la patiente, en fait. Et donc, a priori, voilà, ça fait partie du cadre qu'il faut respecter, en fait. Ouais. il y a trop souvent finalement, cette habitude qu'on a en tant que soignant de penser que on a la seule manière de faire, qu'on sait comment est-ce que ça doit se passer et du coup, on prend parfois le dessus sur, sur le souhait, sur les besoins de la patiente, et ça peut aller, je sais pas moi, du souhait de ne pas rompre la poche, par exemple, hein, parce que je me suis déjà confrontée à ça aussi dans les hôpitaux. Une patiente qui refuse qu'on lui rompe sa poche Mmh. et des soignants qui viennent vraiment faire du forcing, qui posent des questions de manière un peu ambiguë parce qu'on sait jamais que sur un malentendu, finalement, elle accepte, ou ce genre de choses. C'est comme si le fait que les gens soient au courant, informés, souhaitent faire différemment, en fait, vient heurter finalement les pratiques et puis c'est comme si je pense que parfois les soignants se sentent comme, jugés, visés alors qu'elle veut juste faire respecter son choix. Mais, bah, en contrepartie, souvent, elle va avoir de la pression. Elle va avoir, parfois, des dires qui vont être très violents, hein. J'ai eu des fois des médecins qui disent: «Mais votre bébé peut mourir», et cetera, alors qu'on n'est pas du tout là-dedans. Le bébé n'est pas en danger. Elle Mmh. refuse juste quelque chose qu'elle a le droit de refuser, mais on va manipuler. Parfois, on va mentir. Parfois, on va faire pression. On va emmener une autre personne plus haute, dans la hiérarchie pour essayer de encore plus donner de la pression et cetera et je crois que parfois le monde médical pense que la seule bonne chose à faire, c'est ce qu'eux ont décidé et ils ont oublié en fait qu'ils avaient encore le choix et qu'ils ont encore le droit de refuser et que c'est pas contre eux, mais que c'est pour eux. C'est pour Oui, oui. eux-mêmes, c'est pas pour les autres. Donc c'est important aussi de se rendre compte de ça que, je pense que parfois on a trop l'impression qu'on sait mieux que l'autre et Mmh. que, bah, en fait, c'est aussi une ouverture d'esprit que de se rendre compte qu'on a ce mode de fonctionnement et qu'on peut, changer les choses. Je crois que tu touches à des choses fondamentales. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup parlé dans ce que tu as dit, c'est le fait que, voilà, on va quand même, enfin, j'ai eu l'impression qu'il y a quelque chose que tu as dit qui touche aussi au fait de pouvoir travailler dans des conditions, on va dire confortables. Et en fait, la question en fait de la zone de sécurité et de jusqu'où on peut aller en fait.
Lorsqu'on est effectivement soi-même un soignant sous pression, qu'en fait on est finalement fatigué, stressé, qu'en fait on a peur aussi, parce qu'en fait je vois pas comment on pourrait travailler dans, dans ce métier sans avoir parfois peur. Je pense que c'est des émotions qui arrivent, ou en colère, parce que justement, on se sent menacé peut-être par cette patiente qui vient demander quelque chose, alors qu'en fait, on a l'habitude de faire comme ça. Changer d'habitude, se remettre en question, en fait, c'est énormément de travail. Donc, il y a des résistances effectivement énormes à soulever. Et je pense que c'est important d'en parler parce que on parle souvent de la pyramide de violence obstétricale, en fait. Je ne sais pas si tu connais cet outil. Il a été proposé par Kirsten pardon, Pastucci, qui a comment dire, inventé une sorte de Monopoly de la naissance, Birth Monopoly. Et en fait, dans cette pyramide, il y a en fait l'idée que en haut en fait du triangle, donc de l'iceberg, il y a les choses très très graves. Par exemple, ben, quand on fait un acte à vif, une intervention forcée, voilà, une césarienne, alors que la femme, enfin, ou même une ventouse, quand la femme dit non, non, je veux pas de ventouse, et on dit, mais si, madame, on va juste la mettre une dernière fois, tu vois, des choses comme ça. Mais qu'en fait, ces agressions, en fait, qui sont en haut, ben, elles sont rendues possibles par un climat, par une culture, par un environnement, en fait. En bas de la pyramide, c'est toute une série de choses, des comportements qui sont jugés comme normaux, qui sont la norme, en fait. Donc, ça peut être des soins de routine qu'on présente comme inévitables. Donc, par exemple, ben voilà, ici, c'est comme ça qu'on fait, madame. Et donc, quelque part, effectivement, oui, ce projet de naissance, mais quelle idée de venir avec un projet de naissance, par exemple, ou Mmh. le plantage tardif, des petites choses, en fait. Le fait qu'on donne pas toutes les informations, ou qu'on, voilà, on n'est pas très, très heureux quand une femme dit qu'elle a une doula ou qu'elle a une sage-femme indépendante, tu vois. Le fait de faire des petites blagues, tu vois, de raconter des récits, de biaiser l'information, c'est-à-dire on va grossir un peu les risques. Des choses très, très basiques, très banales, qui en fait font qu'il y a une sorte de climat qui banalise en fait. Et puis en fait, ça va crescendo, hein, on va vers la dégradation en fait de la relation de soins, où on va quand même intimider, tu en as parlé, hein, les menaces. Mais vous savez, si vous continuez comme ça, on n'est pas sûr que votre bébé va aller bien quand il va sortir, il faudra pas se plaindre, hein. Ou voilà, la péridurale, c'est maintenant, ou vous croyez que vous allez tenir sans péridurale, enfin, tu vois, toutes ces petites choses, des questions qu'on ignore, des demandes qu'on discrédite. Et puis, bah, c'est ce qui fait que, voilà, quand on arrive en haut de la pyramide, bah, il y a vraiment des gestes graves, des agressions, des actes à vif, des actes imposés sans consentement, etc. Voilà. Ouais, donc là, cette formation, elle est là pour donner Ouais. justement des outils, des clés, une méthode, une approche plutôt d'écoute et de partage pour justement pouvoir échanger sur ces réalités et sur ce que rencontrent les familles, les femmes dans le moment où elles sont victimes de violences et où ce que les professionnels observent, c'est-à-dire bah, justement quel que soit le professionnel finalement, hein, qui observe, hein. C'est pas que, c'est pas la sage-femme qui est la bonne et puis le reste qui est mauvais, hein. C'est quelle que soit la posture dans laquelle on est, quelle que soit notre position, comment est-ce qu'on réagit? Comment est-ce qu'on observe? Qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est comme ça que vous outillez avec cette formation, c'est bien ça? Mais déjà, il y a l'approche globale, donc, qui est de dire, voilà, comment dire? De revenir sur l'aspect systémique pour déculpabiliser les personnes, pour, leur donner des outils de compréhension par rapport à ce que c'est les VGO, effectivement. Mais, ce qui est important pour nous, c'est de donner des outils effectivement de décryptage. Le premier outil qu'on partage, c'est le système des drapeaux. C'est une méthode en fait qui permet de décrypter des situations, de les analyser avec 6 critères. Donc 6 critères très, très clairs. Il y a le consentement, le plein gré, le rapport d'égalité, l'adéquation au contexte, l'adéquation à la personne et l'impact. Et donc ces critères-là, ben voilà, on va avoir des drapeaux. Et donc en fonction, on va pouvoir analyser. Consentement, il a été donné, c'était verbal ou non verbal, peu importe, il a bien été donné. Le plein gré, ok, est-ce qu'elle a reçu toutes les informations? Est-ce que on lui a laissé vraiment un choix libre? Ou est-ce qu'on lui a dit, madame, elle a dit oui, mais en fait, on l'a un peu forcé. Il va être vert si tout va bien. Et puis jaune, attention, il y a un soupçon d'abus. Il y a quelque chose qui nous dit que là, bah, évidemment, cette femme qui est toute seule, à moitié dévêtue, dans la position, voilà, jambes en l'air, avec toute une équipe autour, avec des personnes en blouse blanche, bah, au niveau de rapport d'égalité,
c'est pas tout à fait, enfin voilà, il y a quelque chose il faut faire attention. Et puis rouge, ça se dégrade. Et enfin bleu, ça veut dire que là, ben voilà, il y a quelque chose qui a vraiment pas été respecté, ça devient une situation grave. Et là, effectivement, ben voilà, il faut intervenir. Et donc l'idée, c'est non seulement de décrypter pour pouvoir, voilà, ne pas simplement devoir se baser sur ses impressions, parce que c'est ça aussi le problème, c'est que souvent, comme, voilà, il y a des normes, beh, le fait qu'on considère que c'est pas normal, bah, c'est peut-être juste moi qui suis un peu différente, peut-être que moi j'ai pas compris. On s'en rend Non. compte quand les gens bougent d'équipe, par exemple, et qu'en fait ils arrivent dans un nouvel environnement ou qu'ils travaillent en maison de naissance et qu'en fait par rapport à l'hôpital, enfin voilà, les pratiques changent beaucoup. L'idée, c'est d'avoir une méthode très claire avec des critères, précis pour pouvoir finalement décrypter la situation et ensuite ça s'arrête pas là. L'idée, c'est aussi de proposer toute une série de stratégies d'intervention qui commencent par ne rien faire. Si c'est pas le bon moment, que vous êtes fatigué, qu'en fait vous êtes étudiante sage-femme face à le gynéco, le PG et toutes les sages-femmes et qu'en fait vous êtes en stage et que vous trouvez qu'il y a quelque chose qui ne va pas et à ce moment-là vous ne sentez pas d'intervenir. On sait bien qu'il y a des hiérarchies, donc l'idée c'est pas d'intervenir à tout prix, surtout pas, mais de quand même globalement commencer à réfléchir et d'avoir des options, en fait, de pouvoir dire, en fait, j'ai de la marge d'action, je peux réfléchir, peut-être la prochaine fois, je peux faire ci, je pourrais quand même faire cela, je peux quand même aller voir la patiente après, lui dire, Madame, je suis désolée de ce que j'ai vu, voilà, ou en parler à ma maître de stage, par exemple. Donc, il y a toute une série de choses qu'on peut faire. Poser des questions très naïvement au café après en disant, mais hier, j'ai trouvé que ce qui s'est passé, ça m'a fait un peu bizarre, et toi, tu vois ce que je veux dire? Il y a toute une série de choses qu'on peut faire quand même, même quand on est dans un système. Et l'idée, c'est aussi de créer aussi une solidarité quelque part. Donc, on n'est pas dans la culpabilisation, mais on est pour quand même une transformation des pratiques. On sait qu'elle a déjà lieu. On sait qu'il y a déjà des pratiques voilà, qui changent, qu'il y a des équipes qui s'engagent. Et donc, l'idée, c'est de venir soutenir. C'est pas voilà, de tout casser, de tout critiquer, mais de pouvoir offrir des outils pour, soutenir ces transitions. C'est vraiment une formation dans la bienveillance, c'est important de le dire, que c'est pas quelque chose où on va juste pointer ce qui s'est passé, mais au contraire, en fait, faire en sorte que la parole puisse se libérer, qu'on puisse travailler sur des situations, mais sans dire: «Toi, tu as mal fait, toi, tu as bien fait, toi, ça va pas». Enfin voilà, mais plutôt, ressortir avec, un moyen des moyens, des outils pour pouvoir, avancer et évoluer ensemble finalement, hein, et savoir qu'est-ce qu'on fait quand on est témoin de violence pour pouvoir, bah, agir ou réagir ou ne rien faire ou voilà, fonction de la situation. C'est bien ça, hein? Très clairement, nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent bloquées, en fait, qui se disent: «Je peux pas confronter, ce médecin, cette collègue, y a je peux rien faire, en fait. Je suis obligée de vivre avec ça et il y a rien à faire». Ben non, en fait, il y a souvent des petites choses qui peuvent être faites et effectivement, comme tu dis, dans la bienveillance, nous, on souhaite partager un espace dans lequel les émotions, les vécus, les expériences aussi peuvent, voilà, trouver une place. Donc l'idée, c'est pas de dire: «Tu fais mal ton travail». C'est pas en une formation que tout d'un coup, voilà, on va pouvoir, mettre des choses en place. Quoique, on a déjà des retours très positifs avec des personnes qui disent: «Beh, voilà, en fait, dans la semaine après, j'ai fait ça, j'ai mis ça en application». Donc voilà, c'est quand même, très chouette de voir que ça peut aller assez vite, en fait. Bah, c'est sûr que dans cette vision de, «Ça a toujours été comme ça, c'est comme ça, je peux rien y faire moi à ma petite échelle», et cetera. Finalement, c'est aussi de se rendre compte de l'impact qu'on peut avoir, un accompagnement après l'autre, une naissance après l'autre, un suivi après l'autre et cetera, et donc c'est vrai que, bah, dans l'exemple que j'ai cité au début de cet épisode-là, avec ce gynécologue qui vient, qui directement a des paroles, très violentes, difficiles pour ma patiente et cetera. Bah, les peut-être que parce qu'après j'ai échangé avec ces sages-femmes et il y en a une qui m'a dit: «Mais en fait, elle est toujours comme ça, elle parle toujours comme ça», enfin voilà. On lui disait: «Mais en fait, peut-être que si quelqu'un, un jour, lui dit quelque chose, puis quelqu'un le lendemain lui dit quelque chose et puis peut-être qu'au fur et à mesure quand même il va y avoir un impact et puis que cette personne, va arrêter d'être aussi, bah, ouais, aussi violente finalement avec ses dires, avec, sa manière de s'adresser, avec cette manière d'avoir peur finalement de ce qui peut se passer et de se couvrir avec, sa pratique finalement». Parce que là en disant: «Bah, maintenant, ça ne va pas, il faut faire une césarienne», c'était aussi une manière de dire: «Bon, on arrête là, il y aura rien d'autre, ça va s'arrêter là, on va sortir ce bébé et ça ira mieux».
un peu comme, je vais sauver la situation, mais là, ma patiente, elle a refusé, donc évidemment, c'était pas jouable, par rapport à ça. Mais c'est important de se rendre compte que c'est pas parce on est dans un système qui va pas très bien, puis qu'on est parfois face à une personne qui a l'habitude d'avoir ce type de fonctionnement, qu'on peut juste dire: «Ouais, bah, avec ce médecin, je peux rien faire» ou «Avec cette sage-femme, je peux rien faire». Parce que en tant qu'étudiante, moi, j'ai été confrontée à des sages-femmes, tu pas envie de les avoir en tant que maître de stage parce que chaque fois, tu te disais, je me fais malmener là, hein, c'est vraiment difficile, hein. Tu sortais de tes gardes en pleurs et cetera. Ça Mmh. arrive de tout le monde et donc c'est important, de se rendre compte que peut-être que petit à petit changement par petit changement, observation par observation et puis réaction et discussion au fur et à mesure, on peut peut-être effectivement avoir un impact et changer les choses au fur et à mesure et puis de se rendre compte, bah, oui, en fait, que j'observe mais qu'on peut faire mieux et puis qu'on peut s'aider et puis qu'on peut avancer et évoluer tous ensemble. Ouais. Tu as raison, il y a plein de choses qui font qu'on n'a pas envie ou qu'on n'agit pas, en fait. Déjà, le système, comment il est fait, la hiérarchie. Donc, il y a plein de raisons de ne pas intervenir qui font qu'on n'a pas envie d'intervenir. La hiérarchie, la pression, changer, dire quelque chose, ça coûte peut-être parfois plus d'énergie. Il y a l'effet de témoin qui fait que parfois on a l'impression d'être la seule personne qui a vu et qui trouve pas ça normal. Et donc, pourquoi est-ce qu'on ferait quelque chose alors que personne fait rien, en fait? Mais il y a aussi beaucoup de raisons d'intervenir. La question de la santé de la personne, en fait, on est quand même, là pour ça, son intégrité. Voilà, il y a aussi la question de la déontologie professionnelle. Si à un moment donné, beh, les soins, les actes, les comportements ne sont pas justes, beh, voilà, il y a quand même un devoir d'action. Ça peut aussi être un peu égoïste, c'est-à-dire, bah, en fait, le fait de toujours accepter des choses qu'en fait on trouve inacceptables, peut-être à la fin, c'est pas très bon pour moi non plus. Et puis, il y a aussi, voilà, le fait d'être du bon côté, de voilà, de quand même pas laisser une personne, subir une violence, ou des gestes inappropriés. De montrer aussi, d'être un peu un leader, de prendre aussi, l'exemple, de montrer l'exemple et puis de transformer, le monde médical. Une naissance à la fois, comme tu le dis. Mmh. C'est vrai qu'on a besoin de mettre plus de conscience dans nos pratiques. Ça, c'est de ce dont je parle très souvent dans Sage-Femme Authentique, que en fait, des actes qui sont nécessaires doivent pouvoir être posés si jamais c'est nécessaire, mais que en le faisant en conscience et du coup, en étant clair avec nos patientes et en, posant les mots nécessaires, comme on disait tout à l'heure, une césarienne en urgence, on a quand même toujours le temps de dire: «Voilà ce qui se passe, voilà ce qui va se passer, j'espère que» enfin voilà, on va tout donner, voilà et «Est-ce que tu as bien compris ce que je t'ai dit? Est-ce que tu es OK?» et cetera. Ça prend pas si longtemps et ça va certainement changer tout le vécu que vont avoir ces gens de la situation qui était, urgentissime et voilà et dans lequel souvent on s'engouffre comme si, bah, voilà, là, il y a pas le choix, on y va, on intervient, on parle plus, on ne s'exprime plus et on agit, on agit, on agit, on agit et que de mettre de la conscience dans ce qu'on fait, puis de se rappeler, en fait, qu'il y a quelqu'un qui est là, que ce soit, bah, la femme elle-même, que ce soit son accompagnant, son accompagnante, que ce soit, bah, voilà, que c'est important de dans la globalité, de mettre, effectivement du choix, de la conscience, pour pouvoir, bah, avancer ensemble tout simplement et puis faire en sorte que c'est vécu parce que je dis souvent avec les cartes de l'instant, parce qu'on sait jamais comment est-ce que ça va se passer. Moi, je suis pour, si je pouvais dire que tout le monde pouvait accoucher bien, sans complications, sans voilà, ce serait merveilleux. Mais dans la réalité, on est quand même face à des situations où on doit savoir agir, on doit pouvoir faire des actes, on a de enfin voilà et quel que soit le lieu de pratique parce que je pense que parfois les gens imaginent que je suis dans un monde de bisounours et qu'en maison de naissance, tout est toujours tout beau, à domicile, tout est toujours beau. Mais c'est faux, il faut savoir agir, mais ne pas oublier de parler, de discuter, de conscientiser, les choses qui sont en train de passer et ça se passe beaucoup mieux. Moi, j'ai vécu des situations où moi, j'étais pas bien, des actes que je devais poser mais où j'ai parlé tout le long à ma patiente et cetera. Puis à la fin, je lui ai dit: «Comment est-ce que tu as vécu ça?» et elle m'a dit: très bien, je suis contente que tu aies agi, tu devais agir». Enfin voilà, je suis enfin, je suis au clair avec ce qui s'est passé et cetera. Alors que moi, je me disais: «Oh là là, je suis obligée de faire ça, c'est vraiment dur, j'espère que je la traumatise pas». Enfin voilà, je suis vraiment dans cette vision-là et au final, elle me dit: «Mais non, tu m'as parlé tout le long, tu m'as expliqué et c'était clair et c'était bien». C'est très important ce que tu dis parce que nous, dans les récits et les témoignages, on remarque que c'est rarement l'acte ou le geste, médical qui pose problème. Ce qui est mal vécu souvent, c'est l'absence d'explication, le fait que la personne, voilà, on lui a pas demandé son avis, qu'on lui a imposé quelque chose
ou que on n'a pas. Enfin, elle dit souvent, bah, j'étais comme invisible. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, tu parles de quelque chose de central en fait. C'est le besoin d'être accompagnée pour les femmes en fait, quoi qu'il se passe. Je pense par exemple à la douleur. Parfois, ben voilà, une femme demande une péridurale, ça arrive quand même souvent, et elle n'est pas soulagée suffisamment à temps, ou l'anesthésiste n'est pas présent pour X ou Y raison. En fait, en soi, ça peut arriver, mais le fait qu'on ne lui dise rien, elle va bien mal le vivre que si on vient, on passe un peu de temps avec elle en lui disant: «Voilà, on comprend, vous avez mal, mais voilà, l'anesthésiste n'est pas disponible, on fait de notre mieux». Tu vois? Il y a des petites choses qu'on peut faire, en fait. Lui demander s'il y a quelque chose qui peut l'aider, donc la soutenir, en fait. Ça, c'est une des choses de base, en fait, d'être près d'elle, de valoriser, en fait, ses actions, ce qu'elle fait. Ça, c'est voilà, toutes les stratégies auprès de la victime, et ça peut être, enfin, la victime, je dis la patiente ou la personne, parce qu'il y a pas nécessairement le victime auteur, tu vois? Mais en fait, dans le système, voilà, l'approche, il y a quand même cette idée de dire, voilà, s'il y a une violence, il y a une victime, mais je préfère utiliser patiente ou personne. Mais ça peut être aussi envers l'auteur ou l'autrice. Parfois, on peut être témoin de ça, c'est-à-dire, on voit que, quelque part, voilà, le gynéco, la gynéco, ne le fait pas. Est-ce que nous, on peut le faire à la place? Est-ce qu'on peut peut-être dire: «Ah, est-ce qu'on a», on peut par exemple poser une question: «Est-ce qu'on a prévenu est-ce qu'on a informé madame?» Tu vois? Est-ce qu'on a bien pris le temps de lui donner les informations et de lui demander son consentement? Et là, par exemple, c'est une question qu'on peut poser comme ça en l'air, dans une équipe, dans un service, et quelque part, on se mouille aussi parce qu'on fait partie de l'équipe. Tu vois? C'est une manière d'agir. Voilà. Mmh. Tout à fait. Du coup, cette, prochaine formation, c'est quand? Comment est-ce qu'on fait pour, s'inscrire et cetera? Ça, c'est intéressant parce que moi, j'ai très envie d'y être. Je pense que je serai à la prochaine. Oui, la prochaine, elle se déroule à Liège. On est très, très contente, de pouvoir, l'organiser là-bas. C'est bientôt, c'est le 6 et le 13 mars, donc c'est 2 journées complètes. C'est pas très loin de la gare, donc toute la journée de 9h30, je crois, à 16h30. Le repas est offert, et en plus des 2 journées en présentiel, les participantes auront aussi accès à tout un parcours e-learning qui fait plus ou moins 8 heures, avec des ressources diverses, voilà, des très chouettes témoignages, enfin voilà, divers contenus, et un manuel, parce qu'en fait, tous les outils qu'on va partager dans la formation, ils sont aussi décrits en long et en large, avec des vignettes pratiques. 4 vignettes pratiques pour pouvoir s'exercer. D'ailleurs, on va beaucoup s'exercer pendant la formation. Donc si jamais vous écoutez le podcast au moment où il sort, là, il y a des formations, qui sont vraiment dans les prochains jours. Mais si jamais vous l'écoutez plus tard, bah, je vous invite à aller voir le site de la plateforme citoyenne pour une naissance respectée, parce que vous pourrez y retrouver les dates des prochaines formations, ou faire une demande peut-être de formation dans votre équipe, ou dans votre coin, pour pouvoir, peut-être centraliser les différents, intervenants autour des femmes qu'il peut y avoir. Par exemple, l'hôpital avec lequel vous collaborez, peut-être avec, un service avec lequel vous collaborez, et cetera, pour pouvoir travailler ensemble à améliorer, bah, justement la prise en charge, de ces situations, et pouvoir, améliorer finalement la qualité des soins, auprès des femmes et des familles. On mettra C'est le tout lien dans à la description de l'épisode. fait. Donc effectivement, sur le site www.naissancerespectée au singulier.be, il y a toutes les infos sur la formation, donc qui se passe le 6 et le 13 mars à Liège, au Calife. Et on mettra aussi, bien sûr, les infos sur toutes les formations à venir. Bah, merci beaucoup en tout cas Charlotte pour, cet échange, qui a été vraiment très intéressant, et puis, bah, j'ai bien hâte justement d'aller à cette formation, puis d'aller découvrir aussi, les réalités de chacun, et puis, grandir moi aussi au niveau des violences gynécologiques et obstétricales. Merci Mélissa, moi aussi je me réjouis. À bientôt.